Et là, vous allez normalement à nouveau voir ma présentation. Pousser des grands cris si jamais ce n'est pas le cas. Donc moi, je suis Lali Bébé, je suis chef de projet au sein de l'association du Lala que je vais présenter dans un instant, mais je voulais quand même vous remercier à nouveau, Émilie, pour cette présentation qui a été très intéressante, très inspirante et qui faisait écho à un projet qu'on vient de terminer il n'y a pas très longtemps et justement en lien avec Johanna Hawkins que vous avez cité, qui est un guide pour mener des ateliers philo autour de la diversité linguistique et culturelle. Donc vraiment des questions philo qui sont en lien avec le plurilinguisme et les langues. Et c'est un guide qui est plutôt à destination des collégiens, puisque la plupart de nos ressources, en fait, elles sont destinées aux enfants de 0 à 10 ans. Et qu'on a voulu aller vers un public un petit peu plus grand. Mais donc, c'était vraiment intéressant de vous écouter et de voir comment ce contenu qu'on a créé, il pourrait se décliner avec des enfants plus jeunes dès la maternelle. Donc merci beaucoup à nouveau pour cette présentation. Alors, moi, ce dont je vais vous parler, c'est des langues et du plurilinguisme. Pardon, Lali, parce que j'avais coupé le micro, mais il y avait une réponse. Non, mais oui, merci pour ton retour, Lali. Merci beaucoup. Et ben, on a hâte de découvrir ce travail-là. Et ben, merci beaucoup. Ouais, c'est trop bien. Je savais que c'était... Oui, donc moi je suis avec vous parler du plurilinguisme et dans cette présentation, ce que je vous propose, c'est qu'on s'interroge ensemble sur le pourquoi prendre en compte les langues en présence, puisque vous travaillez avec des élèves qui parlent plusieurs langues, hein, qui apprennent le français avec vous à l'école, mais le français cohabite avec d'autres langues. Donc pourquoi prendre en compte les autres langues des enfants et puis comment faire pour les prendre en compte, avec quels outils, comment on fait pour prendre en compte les langues en présence, pour faire vivre le plurilinguisme au sein de sa classe. Donc c'est à ces deux questions-là que je vais tâcher de répondre. Alors d'abord quelques mots sur l'association du Lala. Du Lala, c'est l'acronyme de D'une langue à l'autre. C'est une association qui a été créée en 2009 et nous, on est basé à Montreuil, en région parisienne. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que le multilinguisme de notre société, il soit considéré comme un levier pour la réussite de tous, pour l'égalité des chances, plutôt que comme un obstacle ou une difficulté à contourner. Donc au sein de l'association, on a différents objectifs. Le premier, c'est de promouvoir l'égalité des chances et la réussite scolaire à travers un accueil et une éducation de qualité qui fasse une place à toutes les langues en présence. C'est aussi de favoriser l'inclusion et la justice sociale. On sait à quel point la maîtrise de la langue, c'est un enjeu pour que les enfants, mais aussi les adultes, se sentent accueillis au sein d'une société. Et donc, une société qui fait une place aux langues en présence, eh bien, c'est aussi une société qui accueille les personnes qui parlent d'autres langues. Et enfin, notre troisième objectif, c'est de lutter contre les discriminations liées aux langues. On va en reparler, mais aujourd'hui, il y a certaines langues qui sont perçues comme importantes, qui sont très valorisées. Et à l'inverse, il y a des langues qui sont moins valorisées, voire même dévalorisées. Et les personnes qui parlent ces langues-là peuvent être victimes de discrimination. Donc, on va voir aussi comment on peut chercher à lutter contre ces discriminations en développant des représentations positives vis-à-vis de toutes les langues. Alors, pour mener pour atteindre en fait ces objectifs, on a différents pôles au sein de l'association. D'abord, on produit des ressources. Donc, des ressources qui peuvent être des ressources pédagogiques, des albums jeunesse, des Kamishibai plurilingues, des CD de cantine plurilingues, qui vont permettre aux enfants de donner à voir, donner à entendre, donner à lire les langues. Et on a aussi des ressources qui sont informatives, qui vont être plutôt à destination des professionnels ou bien des parents, et qui visent à informer sur la question du plurilinguisme. Ces ressources qu'on développe, on les teste sur le terrain. En région parisienne, on mène des ateliers sur les temps d'ateliers périscolaires. Et ça nous permet de déployer ces ressources, de les faire prendre en main par les professionnels et d'avoir des retours du terrain, des enfants qui les ont testés et des professionnels qui les ont utilisés aussi, de sorte à ce qu'on puisse toujours les améliorer en lien avec des professionnels du terrain. Et puis, on propose aussi des temps de formation, de sensibilisation auprès de tous les professionnels qui travaillent avec des enfants, que ce soit des enseignants, que ce soit des professionnels de la petite enfance, des bibliothécaires. Justement, on les forme sur cette question du pourquoi prendre en compte les langues en présence et comment faire. Et on déploie les outils qui ont été produits de sorte à ce que la formation permette d'outiller les professionnels et qu'on ait des choses à utiliser pour
prendre en compte le plurilinguisme en présence. Et puis, avec toutes ces personnes qui sont formées, sensibilisées, on constitue une communauté, un réseau qui prend la forme d'un groupe Facebook qui s'appelle Blalala, sur lequel on propose aux personnes de partager des ressources utiles autour du plurilinguisme, de l'éveil aux langues, donc des ressources trouvées ou bien construites soi-même. On propose aussi de se mettre en lien avec d'autres professionnels pour mettre en place un projet en commun, par exemple, si vous cherchez des partenaires, de demander des conseils aussi sur des projets plurilingues. Donc voilà, on essaye de faire vivre cette communauté de personnes intéressées par la question du plurilinguisme. Et je vous remettrai à la fin de cette présentation le nom du groupe Facebook qui s'appelle donc Blalala. Alors, quelques chiffres qui viennent donner un contexte à nos missions et puis un contexte à la thématique de cette présentation. Hein. Finalement, on s'intéresse aux langues, on va parler de comment les prendre en compte, mais exactement dans quel type de diversité linguistique est-ce qu'on vit, est-ce qu'on évolue. Alors, là, moi, je partage mon écran, donc je ne vais pas voir le chat, mais peut-être qu'on va pouvoir me relayer les réponses, parce que je voudrais vous poser une question. D'après vous, combien de langues y a-t-il dans le monde ? Et quand je dis langue, on compte vraiment toutes les langues. Donc, on vous invite à cliquer sur le petit icône du chat, c'est une petite bulle de BD qui est en bas à droite, et de répondre. Je te lis les réponses au fur et à mesure. Alors, 500, 1200, Okay. 5000, Ouais. 800, des milliers, plus de 2000, 3000, des milliers. On dirait 5000. 5000 à ma gauche. Oula, Alors, plus de 7000. On brûle? vous brûlez. Non, vous êtes bon, vous êtes bon. Là, il y a eu en dernier plus de 7000. En fait, c'est 7000. On estime. Alors, c'est Denis Duquer qui gagne la liste. Bravo, Denis Duquer. Bravo, Denis. Donc, on estime qu'il y a 6500 à 7000 langues parlées dans le monde aujourd'hui. Sachant que, vous le savez sûrement, comme les espèces animales et végétales, les langues tendent à disparaître. L'UNESCO estime qu'il y a à peu près un tout petit peu moins de la moitié de ces 7000 langues qui sont en voie de disparition. Donc un chiffre qui tend à diminuer, mais qui est quand même très très important. Hein. On voit ici, si on fait un calcul rapide de 7000 langues pour 197 pays, qu'on est à beaucoup beaucoup plus qu'une langue par pays. Comme c'est le cas, en tout cas officiellement en France, je ne sais pas ce qu'il en est des pays dans lesquels vous travaillez. Hein. Est-ce qu'il y a plusieurs langues officielles? Est-ce qu'il n'y en a qu'une, mais il y a quand même d'autres langues en présence? Ce serait intéressant de se poser la question. Mais donc, une vraie diversité linguistique est en fait très commun, qui est d'avoir plusieurs langues qui cohabitent au sein d'un même pays. Sur ces 7000 langues, là, si on essayait tous ensemble dans le chat de lister toutes les langues qu'on connaît, je ne sais pas ce que vous en pensez, on arriverait peut-être à 100, 150, 200 langues, mais on aurait beaucoup, beaucoup de mal à arriver aux 7000 langues du monde, puisque la majorité de ces 7000 langues, ce sont des langues qui sont parlées par un tout petit nombre de personnes et dont on n'a potentiellement jamais entendu parler. À l'inverse, les langues qui sont considérées comme les plus importantes, les plus utiles, qui sont parlées par un grand nombre de personnes, c'est un pourcentage infime de ces 7000 langues. Et c'est important quand même de l'avoir en tête pour bien se rendre compte de la manière dont nos langues se positionnent parmi toutes celles qui existent dans le monde. Un autre chiffre qui est important, c'est le fait que 60% de la population mondiale est bilingue ou plurilingue. Donc finalement, il est plus commun d'être bilingue ou plurilingue que d'être monolingue. Donc là aussi, ce serait intéressant de voir dans les différents contextes dans lesquels vous travaillez, si vous êtes dans des lieux où la plupart des gens sont monolingues ou au contraire sont plurilingues. Dans le cas de la France, par exemple, on a une tradition monolingue qui est très ancienne et très ancrée, et on a une représentation plutôt de personnes qui sont le plus souvent monolingues. En réalité, c'est pas tout à fait le cas. Mais voilà, dans la réalité, 60% de la population mondiale évolue de manière courante entre différentes langues. Et alors, les élèves que vous accueillez à l'école maternelle,
Ils arrivent soit en étant déjà monolingues en français, soit ils parlent une autre langue et ils vont entrer dans le français en arrivant à l'école, donc ils vont devenir bilingues en entrant à l'école, soit ils sont déjà avec plusieurs langues et le français va venir s'ajouter à cette collection de langues. Donc ils sont déjà dans une situation de plurilinguisme. Et toutes ces langues-là, qui peuvent donc être différentes de la langue de scolarisation, le français, elles vont jouer un rôle très important dans le développement de l'enfant sur différents plans, et notamment sur le plan du développement langagier. Ici, si on illustre le fonctionnement du développement langagier en utilisant une métaphore, la métaphore de l'arbre, on voit que les racines, elles représentent le langage, c'est-à-dire cette capacité innée qu'on a, nous les êtres humains, quand on naît, d'apprendre à parler, d'apprendre à utiliser cette convention qu'est le langage et qui fait que quand je prononce une suite de sons, eh bien, je fais référence à quelque chose qui est soit là dans l'ici maintenant, soit qui est évoqué, qui est symbolique. Ce potentiel de langage, il se réalise, il devient concret à travers la ou les premières langues de nos vies, qu'on appelle souvent la langue maternelle ou les langues maternelles. Cette langue maternelle ou ces langues maternelles, elles sont représentées par le tronc. Dans la vie, on apprend une seule fois à parler et on peut apprendre plusieurs langues. Donc ce passage de la racine au tronc, il ne se produit qu'une seule fois. Par la suite, dans notre vie, après l'âge de 7 ans en général, où on va commencer à être dans un apprentissage plus conscient et plus réflexif des langues, eh bien on va apprendre d'autres langues qui vont s'apprendre en appui et en référence au tronc, c'est-à-dire en appui et en référence avec la ou les langues maternelles. Quand on accueille un enfant qui parle déjà une autre langue et qui va avoir besoin d'entrer dans le français, il ne part pas de zéro. Il a déjà ce tronc qui est là, qui est une base solide sur laquelle il va pouvoir ensuite faire pousser d'autres branches. Ce qui est important ici, c'est de voir à quel point, là où les langues maternelles, quelles qu'elles soient, elles vont être importantes pour faciliter l'apprentissage d'autres langues. Si on conseille à des parents d'arrêter de parler la langue de la maison pour plutôt parler aux enfants en français, en se disant que ça va favoriser, faciliter leur apprentissage du français, ce qui peut se passer, c'est que en fait, le tronc il va être un peu plus rabougri, parce que l'enfant il va peut-être être baigné dans une langue qui sera moins riche, moins complexe, moins nuancée. Et donc, avec ce tronc rabougri, ce sera d'autant plus difficile finalement d'aller vers d'autres langues. À l'inverse, un enfant qui, dans ses premières années, baigne dans une langue, quelle que soit cette langue, une langue riche, variée, nuancée, qu'il est exposé à une grande diversité de langages, eh bien, il va avoir un tronc solide et par la suite aura moins de difficultés, voire pas de difficultés, à aller vers d'autres langues. Donc ça, c'est pour faire le point au niveau de l'importance de la langue maternelle ou des langues maternelles sur le plan du développement langagier. Et les langues familiales, elles vont aussi jouer un rôle sur d'autres plans. D'abord, sur le plan affectif. La langue maternelle, c'est un petit peu un doudou, c'est la langue qui sécurise, qui rassure. Et dans le cas de la maternelle, où les enfants sont jeunes, ça peut être leur première expérience de l'école. Ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser des petits mots de leur langue familiale au moment de les accueillir. Dans le cas où c'est une langue qui est différente du français, de sorte à les rassurer et à sécuriser la transition entre la langue de la maison et la langue de l'école. Vous savez, si vous êtes dans un pays très très lointain à l'étranger où on parle une langue très éloignée de la vôtre dans laquelle vous n'avez aucune notion, que vous vous blessez terriblement, ce que je ne vous souhaite pas, et que vous vous retrouvez à l'hôpital et là il y a une personne qui parle, une infirmière qui parle la même langue que vous, eh bien ça va vous rassurer, ça va vous sécuriser. Même si c'est que quelques échanges, vous allez quand même avoir un point d'accroche, un point d'appui qui va vous permettre d'aller plus sereinement vers la suite. C'est un petit peu la même chose quand on accueille en classe des enfants qui parlent une autre langue que celle de l'école. On va pouvoir leur proposer des petits mots. Ça peut être des mots-clés que vous collectez auprès des parents. Ça peut être des comptines que vous trouvez assez facilement sur YouTube, par exemple, pour sécuriser cette transition. En se disant bien que voilà, la langue maternelle, la langue familiale, c'est un doudou, c'est celle qui rassure et qui sécurise. Sur le plan identitaire, les langues familiales, ce sont celles qui permettent à l'enfant de se sentir appartenir à un groupe. Dire je parle cette langue, ça veut dire je fais partie de ce groupe qui partage des valeurs, parfois une culture commune,
et je vais m'identifier à ce groupe-là, j'en fais partie, je trouve ma place au sein d'un groupe. Et là, c'est intéressant aussi de bien avoir conscience que on est dans des sociétés qui sont de plus en plus multilingues et multiculturelles, et que les identités, elles peuvent être multiples. Et elles peuvent ne pas s'exclure les unes les autres. Et ça, c'est bien important. C'est important de l'avoir bien en tête quand on accueille des enfants qui sont comme ça entre différentes langues, différentes cultures, de bien leur montrer que ils peuvent tout à fait être toutes ces langues et toutes ces cultures à la fois sans avoir besoin d'en choisir l'une ou l'autre. Parce que ça peut être des situations qui créent des conflits de loyauté, en fait, où l'enfant peut avoir l'impression qu'il y a une langue qui est plus importante, plus légitime. Souvent, ça va être la langue de l'école, et l'autre langue qui serait moins importante, moins utile. Et donc, il se retrouve comme ça dans un état où c'est compliqué sur le plan affectif, justement, et sur le plan identitaire, puisqu'on nous demanderait de choisir entre différentes langues, différentes cultures, alors qu'on peut tout à fait naviguer entre différentes langues, différentes cultures, et même, en fait, se construire une identité et une culture qui est les deux à la fois. Et puis, sur le plan cognitif, eh bien, les langues familiales, ce sont les langues qui vont permettre, on l'a vu, d'entrer dans le langage. C'est la langue qui va permettre de construire les premiers apprentissages, et toutes les langues découpent le monde d'une manière différente en fonction de la réalité, des besoins des populations qui parlent ces langues-là. Vous avez peut-être déjà entendu cet exemple de la langue inuit qui aurait une vingtaine de mots pour désigner la neige. Alors en France, on s'en sort assez bien avec, je sais pas, il y a peut-être même plusieurs mots. Moi, je ne suis pas une spécialiste de ski, par exemple, mais il y a sûrement certains mots pour désigner la neige, mais en tout cas, on n'en a pas plus de 20. Et ce qui se passe, c'est que quand nous, on regarde de la neige, on voit de la neige. Si on a une vingtaine de mots différents pour désigner la neige, on va découper, catégoriser cette neige de 20 manières différentes. Donc c'est juste un exemple pour illustrer le fait que là où les premières langues dans lesquelles on grandit, elles vont nous donner une première catégorisation du monde qui va ensuite pouvoir s'élargir avec d'autres langues, mais qui va déjà constituer le socle de nos apprentissages. Et évidemment, ce rôle que jouent toutes les langues familiales, c'est quelle que soit la langue, que ce soit une langue considérée comme importante ou non, que ce soit une langue officielle, une langue non officielle, que ce soit une langue qu'on appelle une langue ou une langue qu'on appelle un dialecte. Et peut-être que je vais prendre quelques minutes pour faire le point sur cette distinction. Je ne sais pas si vous faites une différence entre les termes langue, dialecte et patois, par exemple, mais cette distinction, elle existe et elle est importante. Sur le plan linguistique, une langue, c'est un système qui permet à des individus de communiquer et qui se distingue d'un autre système par ses caractéristiques. Sa phonétique, sa syntaxe, son lexique, qui s'articulent ensemble. Et si on essaye d'appliquer cette définition à une langue qu'on considère être un dialecte ou un patois, je vous donne quelques instants pour essayer de penser à un exemple de langue que vous considérez être un dialecte ou un patois, et qu'on se demande si cette langue en question, cet exemple que vous avez en tête, c'est bien un système qui permet à des individus de communiquer. A priori, oui. On peut se demander si on peut élever ses enfants dans ce dialecte ou ce patois. Aussi, oui. Et si, dans ce dialecte ou ce patois, il y a bien quelque chose qui est différent d'une autre langue, s'il y a quelque chose qui change sur le plan de la syntaxe, du lexique ou de la phonétique, et là encore, a priori, la réponse est oui. Et ce que ça nous montre, c'est que, en fait, langue, dialecte et patois, sur le plan linguistique, ça se vaut, c'est la même chose. Il n'y a rien qui nous permet de distinguer une langue d'un dialecte ou d'un patois. En revanche, il existe bien une distinction qui fait que on a ces différents termes, c'est que les langues, elles ont un statut et une reconnaissance officielle, alors que les dialectes ou les patois n'ont pas de reconnaissance officielle. Et ces termes qui viennent distinguer langue, dialecte et patois, ils sont à la fois le reflet et la cause d'une hiérarchisation entre les langues, qui va faire qu'on va considérer les langues officielles, les langues qui ont une reconnaissance, comme plus importantes que les dialectes ou les patois qui, eux, n'ont pas de reconnaissance officielle. Et quand on utilise ces termes langue, dialecte, patois, on peut soi-même en fait contribuer malgré nous à une hiérarchisation entre les langues. Or, toutes les langues sont importantes et toutes les langues ont la même valeur au niveau de la construction affective, identitaire ou cognitive des enfants que vous accueillez.
Alors, un autre élément qui est important, au-delà de l'impact des langues familiales sur le développement du langage, sur la dimension affective, identitaire ou cognitive, c'est aussi que maintenant, la recherche a des années de recul sur le bilinguisme et a pu montrer qu'un bilinguisme harmonieux, et je vais préciser dans un instant ce que c'est qu'un bilinguisme harmonieux, ça permet de développer des vrais avantages, des vrais atouts sur le plan du développement du cerveau. Alors, je parle d'un bilinguisme harmonieux. Donc, le bilinguisme harmonieux, qu'est-ce que c'est? C'est justement quand un enfant se sent à l'aise entre ces différentes langues. Donc, ça peut être du bilinguisme ou du plurilinguisme quand il y a plus de 2 langues. Quand l'enfant sent que les 2 langues sont au même niveau, qu'elles sont aussi valorisées l'une que l'autre, et qu'il se sent à l'aise en fait dans cette identité multiple, dans ces 2 langues. Là, on est dans un bilinguisme harmonieux, à l'inverse d'un bilinguisme dans lequel l'enfant se sentirait tiraillé entre ces 2 langues, où il aurait l'impression qu'il y en a une qui est plus importante, plus utile, plus valorisée que l'autre. Là, ça crée un déséquilibre et la recherche a constaté que les avantages dont on va parler ne se développent pas de la même manière. Alors, la première chose à laquelle on pense au niveau des avantages du bilinguisme, c'est souvent tout ce qui a trait au savoir-être. Le fait d'être habitué à passer d'une langue à l'autre en fonction de la situation, du contexte, de la personne à qui on parle, fait que ces enfants et les adultes ensuite, qui sont eux-mêmes bilingues ou plurilingues, vont avoir une facilité à se mettre à la place de l'autre et donc à faire preuve d'empathie, mais aussi de curiosité, de tolérance vis-à-vis de la diversité. Donc on est ici sur des notions de décentration, d'empathie, d'ouverture sur le monde et une capacité à adopter différents points de vue, à se mettre vraiment à la place de l'autre. Donc on a déjà ces avantages-là. Et puis le bilinguisme, il a aussi des effets sur la plasticité cérébrale, qui est ce qui permet au cerveau de se réorganiser, de se reconstruire. Et cette plasticité cérébrale, elle permet de réduire l'impact de certaines maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Donc la recherche a aussi montré ces dernières années que le fait d'être bilingue ou plurilingue, ça permettait de retarder l'apparition des effets de la maladie d'Alzheimer notamment. Donc là encore, on est sur des avantages qui sont très concrets. Et enfin, le bilinguisme et cette capacité à alterner entre les langues en fonction des différents contextes, c'est aussi ce qui va permettre de développer les fonctions exécutives du cerveau. Et ces fonctions exécutives du cerveau, elles permettent de faciliter le fait d'effectuer différentes actions en même temps et la capacité à trouver des solutions variées et créatives à un problème. Donc souvent, on le résume en disant que les enfants bilingues ou plurilingues sont plus créatifs que les autres. Ce qui se joue, c'est cette notion de plasticité cérébrale, cette capacité de l'entraînement des fonctions exécutives, les fonctions cognitives, qui fait que les enfants, face à un problème, vont réussir à trouver différentes solutions et à aller au-delà de la proposition qui leur vient le plus spontanément. Donc tout ça, ce sont des avantages, encore une fois, qui sont très concrets et qui sont importants à avoir en tête puisque tous les enfants qui grandissent avec une autre langue que le français ne deviennent pas forcément des adultes bilingues. Peut-être que c'est aussi quelque chose que vous constatez ou peut-être pas, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'un enfant perd ou abandonne l'une de ses langues. Il y a aussi des choses qui font que les parents choisissent ou subissent de ne pas transmettre leur langue à leurs enfants. Mais donc, tous ces enfants qui grandissent avec une autre langue que le français et qui finalement ne deviennent pas des adultes bilingues, eh ben, c'est quand même vraiment dommage puisque il y a des vrais avantages à être bilingue ou plurilingue. Et donc, on va voir un petit peu comment vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez accompagner ces enfants dans la construction d'un bilinguisme harmonieux pour qu'ils se sentent à l'aise entre leurs différentes langues et puis qu'ils puissent développer les avantages qu'on vient d'évoquer. Et là encore, on insiste beaucoup sur cette notion de mise au même niveau des langues, puisque ces avantages, comme on l'a dit, ils se développent seulement si chaque langue est valorisée et si l'enfant se trouve dans ce bilinguisme harmonieux où il est à l'aise entre ces différentes langues. Alors pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur cette question de valorisation des langues, de les mettre au même niveau? C'est parce qu'aujourd'hui, et depuis toujours, existe ce qu'on appelle la glottophobie. Alors là encore, peut-être que vous pouvez, si vous voulez bien, dans le chat, mettre des hypothèses sur ce qu'est, d'après vous, la glottophobie.
Vous avez en plus quelques petits indices à l'écran, mais laissez-vous porter par votre instinct. Qu'est-ce que c'est la glottophobie? Bon, allez, ne laissez pas Denis gagner, mettez des réponses. Comment? Non, je dis qu'il ne faut pas qu'il laisse Denis gagner encore une deuxième fois. Alors, peur des personnes polyglottes, peur des langues étrangères, peur des autres langues, peur des langues, une notion sur les accents, Oui. la peur de mal prononcer, la dévalorisation de certaines langues. Alors, on est pas mal, là, on est pas mal. Alors, de c'est intéressant. Alors, Allez-y, j'imagine que c'est la peur de l'apprentissage d'une nouvelle langue, Alors, une langue que l'on n'ose pas dire, on n'ose pas dire qu'on les parle. ouais, intéressant. Alors, c'est intéressant parce que vous êtes plusieurs à avoir indiqué la peur de quelque chose. Et effectivement, dans le mot glottophobie, on a phobie. Et nous fait penser à arachnophobie, agoraphobie, toutes ces phobies, donc ces peurs de quelque chose. Mais ici, le terme phobie, il s'entend plutôt dans le sens de rejet ou discrimination, comme dans xénophobie, par exemple. Et ce terme, il a été créé par un sociolinguiste qui s'appelle Philippe Blanchet, et vous avez un de ses ouvrages fondateurs sur la question qui est ici, si ça vous intéresse. Donc, il est né dans les années 90, ce terme de glottophobie, et il décrit le fait de discriminer quelqu'un sur la base de ses langues ou de son accent. Donc, c'est pas tellement la peur d'autres langues ou d'autres accents, c'est vraiment le rejet et la discrimination des personnes qui parlent une autre langue ou qui parlent avec un accent. Et pour bien comprendre ce terme de glottophobie qui est quand même qui est important à avoir en tête, à la fois pour vous, pour en parler avec les enfants, avec les familles aussi que vous accueillez, je vous propose qu'on regarde une vidéo qui présente ce terme. Alors, à nouveau, je veux bien que vous poussiez des grands cris si jamais vous n'entendez pas, parce que je ne sais pas si j'ai partagé le son en même temps. On n'entend pas le son. Vous n'avez pas le son. Non. C'est dommage. Alors, attendez, je vais peut-être essayer de repartager mon écran. Partager, pourtant, j'ai bien coché partager aussi l'audio. Deuxième tentative, vous me dites toujours. Le saviez-vous? Oui, on Oui. entend Parmi là. les facteurs de discrimination, avec l'origine, la couleur de la peau, le sexe, etc., il y a aussi les langues. Langue et discrimination, de quoi parle-t-on? Aujourd'hui, il y a environ 7000 langues parlées dans le monde. Chacune de ces langues permet aux personnes qui les parlent de vivre pleinement leur identité culturelle et décrivent le monde chacune à leur façon. Ainsi, par exemple, il y a des mots ou expressions intraduisibles d'une langue à l'autre, des mots qui continueront d'ailleurs à évoluer selon les spécificités de leur environnement. C'est pourquoi, d'un point de vue scientifique et philosophique, toutes les langues du monde sont aussi importantes les unes que les autres. Pourtant, la société dans laquelle on vit a tendance à catégoriser les langues à partir d'idées toutes faites, qui nous aident à définir notre identité par rapport aux autres. Il y aurait ainsi des langues faciles ou difficiles, des langues chantantes ou agressives, des langues utiles ou inutiles. Tout ça, ce sont des stéréotypes qui peuvent évoluer selon les époques, les pays ou même les personnes. Si les stéréotypes donnent lieu à des jugements négatifs sur les locuteurs de ces langues, on les appelle des préjugés. Ainsi, d'un côté, il y a ceux pour qui le bilinguisme est visible, reconnu et valorisé par la société ou par les politiques linguistiques. De l'autre, il y a ceux pour qui le bilinguisme est invisible et pour qui grandir avec deux langues est perçu comme un handicap, un problème pour l'intégration sociale. D'ailleurs, souvent eux-mêmes ne se reconnaissent pas comme bilingues. Cette distinction entre deux formes de bilinguisme est injuste. Elle s'appuie sur des préjugés liés aux langues pour parvenir à un traitement différencié des personnes parlant ces langues. Elles peuvent subir alors des refus, des rejets, des humiliations dans l'exercice de leurs droits fondamentaux. Il s'agit bien de discrimination. Et lorsque la discrimination est liée à la langue ou à l'accent d'une personne, on parle de glottophobie,
qui est interdite par de nombreux textes internationaux et désormais punie par le Code pénal français depuis 2016. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 4 grandit au contact d'une autre langue au cours de sa vie d'être victime de glottophobie. Une éducation ouverte sur les langues des familles, qui les rend visibles, les nomme, leur donne une place à l'école, permet de construire des représentations positives de toutes les langues quelles qu'elles soient et de leurs locuteurs. Un levier pour lutter contre les discriminations et bâtir un monde plus juste. Alors, hop, hop. Est-ce que vous voyez bien à nouveau ma présentation? Oui. Oui, super. Donc, je ne sais pas si en écoutant cette vidéo, il vous est venu à l'esprit des exemples de situations glottophobes vécues ou bien observées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager dans le chat et puis ce sera intéressant de revenir dessus à la fin de cette présentation. Mais ben voilà, la glottophobie, elle existe, elle est là et elle vient à la fois créer et renforcer cette hiérarchie qui existe entre les langues et que les enfants vont percevoir en fait très tôt. Ils vont vraiment, dès les premières années, bien se rendre compte de s'il y a une langue qui est considérée comme plus importante qu'une autre, si ils ont honte que leurs parents parlent une autre langue à la sortie de l'école. Voilà, c'est quelque chose qui va arriver très tôt chez les enfants. Et donc, pour chercher à lutter contre la glottophobie, nous, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut chercher à déconstruire les représentations qui existent sur les langues pour reconstruire des représentations positives de toutes les langues, c'est-à-dire surtout les mettre toutes au même niveau. Et alors, mais pour l'instant, on ne voit plus ton diaporama à l'écran. Ah, alors, je vais repartager. Donc là, vous ne voyez plus rien. Non. Alors, hop. Voilà, normalement, c'est bon. Ça y est. Super, merci. Donc, pour lutter contre la glottophobie, il y a justement une approche qui s'appelle l'éveil aux langues. Alors, peut-être que vous êtes familier et familière de cette approche, l'éveil aux langues. Peut-être que ça vous dit quelque chose, peut-être que vous en faites très souvent, ou peut-être que c'est la première fois que vous entendez ce terme. Alors, l'éveil aux langues, c'est une approche qui n'est pas toute récente, en fait, qui est née dans les années 80 au Royaume-Uni, qui a été initiée par un chercheur, linguiste et enseignant qui s'appelle Eric Hawkins. Et cette approche, elle a comme objectif de révéler les langues en présence, donc les langues qui sont parlées par les enfants, à travers une pédagogie qu'on appelle pédagogie du détour, qui va être une pédagogie non frontale, c'est-à-dire qu'on ne va pas interroger les enfants directement en leur disant toi, tu parles quelle langue? Et toi, tiens, j'ai entendu que ta maman, elle avait un accent, tu dois sûrement parler une autre langue que le français. Ou bien, tiens, je sais que tu parles une autre langue à la maison, est-ce que tu peux me traduire ce mot? Qui sont des approches qui peuvent être un peu trop frontales et qui peuvent en fait mettre les enfants dans une situation compliquée où ils peuvent parfois ne pas comprendre pourquoi on les renvoie à une autre langue, où ils peuvent ne pas comprendre pourquoi on qui jusqu'ici n'avait pas sa place à l'école. Et puis parfois, ça peut les renvoyer à une identité, une culture, une langue à laquelle ils ne s'identifient pas. Donc on va utiliser une pédagogie du détour qui consiste en l'utilisation de supports extérieurs, des albums jeunesse, des comptines, des histoires sous différentes formes, qui vont donner à entendre, à voir et à lire d'autres langues. Et là-dessus, ça faisait écho à ce que vous disiez, Émilie, sur ces supports, ces histoires extérieures qui permettent aux enfants de partager leurs pensées sous couvert d'autres personnages. Donc, il y avait ici un lien avec cette pédagogie du détour. Et en fait, en entendant des histoires, des chansons dans lesquelles il y a d'autres langues, il va se construire un climat bienveillant, un climat de confiance, un climat de tolérance vis-à-vis de toutes les langues, qui petit à petit va donner aux enfants, donner envie aux enfants de partager les langues que eux-mêmes et elles-mêmes parlent. Peut-être si vous avez déjà proposé des activités d'éveil aux langues, vous vous êtes rendu compte que certains enfants qui parlent d'autres langues que le français à la maison, vous le savez, ils ne partagent pas forcément ces autres langues, même si vous sollicitez en leur demandant « Tiens, est-ce que quelqu'un sait dire bonjour dans d'autres langues ?» Parfois, ça ne vient pas parce que les enfants ont intériorisé le fait que à l'école, c'est telle langue et puis la langue de la maison, parfois, elle reste à la maison. Parfois aussi, la langue de la maison, ils ne savent pas encore la nommer ou bien le fait de traduire des mots, qui est une activité complexe, ils ne sont pas encore en capacité de le faire.
Donc tout ça, ça fait qu'on a vraiment besoin de mettre en place un climat bienveillant qui peut prendre un peu de temps en utilisant des supports extérieurs qui vont donner petit à petit aux enfants envie de dire ah bah oui, moi cette langue je la reconnais puisque c'est celle que je parle à la maison, ou bien ah bah oui, mais moi le mot chat je sais aussi le dire dans une autre langue, et petit à petit comme ça on va révéler les langues en présence. Et cette approche d'éveil aux langues, elle est bénéfique à la fois aux enfants qui grandissent avec une seule langue, qui vont pouvoir s'éveiller à la diversité linguistique et culturelle, et aussi bien sûr aux enfants qui grandissent avec plusieurs langues, qui vont pouvoir valoriser leurs compétences, être placés en position d'expert et mettre en avant leurs compétences déjà là. Et aussi mobiliser les familles qui peuvent, dans ce type d'activité, être mobilisées pour leurs compétences linguistiques. Peut-être que ce qui est important à préciser, c'est que l'éveil aux langues se distingue vraiment d'un enseignement d'une langue. Donc, l'éveil aux langues, vous voyez, c'est au pluriel. Donc, on est vraiment dans un éveil à une diversité de langues. Potentiellement, toutes les langues sont les bienvenues dans l'éveil aux langues, que ce soit des langues officielles, des langues non officielles, des langues régionales, peu importe, toutes les langues sont les bienvenues. Mais on n'a jamais comme objectif de faire apprendre ces langues aux enfants. On est dans un éveil, dans une découverte. Et le plus souvent, les enfants vont mémoriser certains mots, mais c'est vraiment pas un objectif que ni qu'ils aient une prononciation parfaite, ni qu'ils mémorisent les mots, les expressions ou les consignes découvertes. Donc on est vraiment dans deux choses différentes entre l'enseignement ou une initiation à l'anglais par exemple, et l'éveil aux langues qui est une approche inclusive et ouverte à toutes les langues. Les deux objectifs spécifiques de l'éveil aux langues, c'est de développer d'une part des compétences métalinguistiques chez les enfants, c'est-à-dire leur capacité à prendre du recul par rapport à la langue et à l'observer comme un objet en soi. C'est-à-dire que souvent, les enfants, ils utilisent la langue, mais ils ont peu d'occasion, surtout à la maternelle, de regarder la langue comme un objet et de voir comment elle fonctionne, comment les choses s'imbriquent entre elles. Avec les activités d'éveil aux langues qui vont amener beaucoup d'observation et de comparaison de différentes langues, les enfants vont prendre ce recul et puis voir comment ça marche ici, comment ça marche là, ce qui est pareil, ce qui est différent. Et tout ça, ça va muscler leurs compétences métalinguistiques qui ensuite leur permettront d'apprendre plus facilement d'autres langues, mais aussi d'apprendre plus facilement la langue de l'école, ici le cas du français. Donc on a ces compétences métalinguistiques d'une part, et d'autre part, on a aussi des objectifs au niveau des compétences psycholinguistiques. L'éveil aux langues, ça va permettre de développer des savoir-être. Là aussi, tout ce qui a trait à l'ouverture, à la tolérance, à la curiosité. On observe beaucoup que les enfants qui font des activités d'éveil aux langues ont envie d'apprendre beaucoup plus de langues que ce qu'ils indiquaient avant de commencer des séances d'éveil aux langues. Et puis une plus grande diversité de langues. Souvent, les enfants, au début, disent qu'ils aimeraient apprendre l'anglais. C'est une des premières langues qu'ils savent nommer. Et puis, petit à petit, ils en découvrent d'autres, y compris des langues qui sont moins valorisées que l'anglais. Et puis, ils disent qu'ils aimeraient aussi apprendre ces langues. Donc, on a des effets au niveau de la perception des langues, de la curiosité, de la tolérance. Et on va aussi développer des savoirs sur les langues. Même si, comme on l'a dit, on n'a pas comme objectif d'apprendre les langues découvertes, on va quand même développer des connaissances sur les langues. On va découvrir que l'espagnol, en Espagne, mais aussi au Mexique, en Argentine et dans d'autres pays, on va découvrir différents systèmes d'écriture. Donc, on va savoir que l'arabe, par exemple, ça ne s'écrit pas avec le même alphabet que le français. Donc voilà, les enfants vont être amenés à développer quand même des connaissances sur les langues. Et un élément qui est à avoir en tête et que vous avez peut-être en tête, c'est que l'éveil aux langues, depuis plusieurs années, c'est apparu d'abord dans les programmes en 2015, et puis ça a été réaffirmé et développé davantage dans les programmes de la maternelle de 2021. Donc l'éveil aux langues, qui est appelé Éveil à la diversité linguistique et culturelle, fait partie des programmes du cycle 1. Et cet été, il y a ce guide pour l'éveil à la diversité linguistique en maternelle qui a été produit par Eduscol et qui est une ressource très intéressante pour accompagner justement la mise en place d'activités d'éveil aux langues. Donc, vous pouvez le retrouver et le télécharger très facilement. Ça pourra vous donner de très bonnes pistes. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le fait de proposer des activités d'éveil aux langues, c'est tout à fait légitime à l'école maternelle et vous avez un cadre officiel pour proposer des activités de ce type-là. Alors, bon, très bien, faire de l'éveil aux langues. Maintenant, on va pouvoir entrer dans le comment. On était dans le pourquoi jusqu'ici et maintenant, comment on fait pour prendre en compte les langues en présence et pour les valoriser.
Alors, pour ça, il va y avoir, je vais vous proposer ici différents outils qui vont vous demander plus ou moins de temps, plus ou moins de matériel, plus ou moins d'énergie, en fonction justement du temps, de l'énergie, des matériels que vous avez à disposition. Un point de départ qui peut être intéressant, qui ne demande pas énormément de temps, mais qui a un impact assez fort, c'est tout ce qui est les affichages. Ici, à gauche, vous avez un exemple d'arbre des langues, qui est, ça c'est une affiche que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site internet, que vous pouvez imprimer, afficher, en laissant à côté des marqueurs, par exemple, à disposition, et puis laisser les enfants et les familles compléter cet arbre des langues avec des bonjours ou des bienvenus dans les langues en présence. Donc ça va permettre d'impliquer les familles et puis petit à petit de faire en sorte que l'espace de l'école, l'espace de la classe, devienne un espace plurilingue où les langues en présence sont vraiment visibles, où elles investissent l'espace et aussi où elles sont mises tout au même niveau. Donc ici, c'est un format avec des bonjours dans une affiche, en fait, un poster, mais vous pouvez tout à fait imaginer d'en faire une grande fresque multilingue, d'en faire un arbre en 3D, enfin, on peut imaginer beaucoup de choses. Ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on a un exemple de grande lessive. Je ne sais pas si ça se retrouve à l'étranger, mais en France, vous avez peut-être déjà entendu ces projets de la grande lessive où les enfants font des grands affichages qu'ils suspendent à des fils comme ça, comme si c'était une lessive. Et ici, les enfants allaient travailler sur le thème des couleurs. Donc, c'était ici plusieurs fois le mot rose dans différentes langues. En dessous, vous avez un exemple d'affichage qui était installé dans la cantine avec des bon appétit dans différentes langues. Donc là, à chaque fois, il y a un travail de collecte avec les enfants, avec les familles. Et puis, l'idée, c'est vraiment de donner à voir ces langues dans l'espace, de leur faire une place. On ne remet pas du tout en question le fait que la langue qu'on vient apprendre, c'est le français. Mais les autres langues, elles sont aussi en présence, elles sont là, elles sont valorisées, elles sont visibles. Un autre exemple à droite, c'est des nuages de mots qui ont été composés autour d'un travail lié au conte du Petit Chaperon Rouge. Et donc, les enfants ont été collectés des traductions des mots-clés de l'histoire, le loup et derrière le Petit Chaperon Rouge, dans différentes langues, en mobilisant les compétences linguistiques du personnel de l'école et puis de leur famille. Et puis ensuite, ils ont fait un travail de calligraphie pour venir recopier ces mots dans différentes langues. Ici, un autre exemple de type d'affichage où les enfants ont créé des affiches pour récolter justement des traductions dans différentes langues. Donc, ces affiches sont écrites avec les enfants, en fonction de leur âge, ils sont plus ou moins impliqués dans la rédaction du texte. Et puis, ces affiches sont installées dans l'école, de sorte à pouvoir être complétées par les familles, par les professionnels au fil des allées et venues. Et les enfants sont vraiment dans une position de détective des langues, de reporter. On va explorer notre environnement et essayer de collecter les langues en présence. Un autre type d'affichage qui peut aussi être intéressant, ce sont les affichages plutôt informatifs. Ici, vous avez deux exemples d'affiches qui sont elles aussi en téléchargement libre et gratuit sur notre site internet, qui sont traduites dans plus de 25 langues et qui viennent informer en fait sur le plurilinguisme, qui répondent aux questions que les parents se posent le plus souvent quand ils sont en situation de transmettre une autre langue que le français à leurs enfants. Et donc, c'est des affiches que vous pouvez imprimer, afficher dans l'espace de l'école, de sorte à ce que les parents puissent s'informer sur le bilinguisme, de sorte aussi à ce qu'ils puissent ouvrir le dialogue, la conversation avec vous sur ces questions-là. Donc, ça peut aussi envoyer un message fort aux familles en leur montrant que elles et leurs langues sont les bienvenues dans cet espace. Une autre entrée dans l'éveil aux langues, et qui est un support que vous utilisez régulièrement, ce sont les albums jeunesse, donc la littérature de jeunesse qui est foisonnante, qui l'est un peu moins dans la littérature jeunesse bilingue ou plurilingue. Ici, vous avez une petite sélection d'albums dans lesquels l'histoire s'écrit en différentes langues, dans lesquels on va trouver différentes langues dans la narration. Et ces albums-là, ils permettent en fait de rendre compte de la réalité d'une société qui est plurilingue. Du fait que en fait, c'est normal de marcher dans la rue et de voir des affiches, des enseignes de magasins dans d'autres systèmes d'écriture, dans d'autres langues. Du fait que c'est normal de croiser des gens qui mélangent leur langue ou qui parlent une autre langue. Donc, on va montrer aux enfants à travers ces histoires-là que non seulement c'est normal d'être dans une société multilingue, mais c'est aussi normal d'être soi-même plurilingue, puisque parfois, c'est pas du tout une évidence pour les enfants. Un autre exemple ici d'un imagier qui est en 17 langues, donc qui propose 120 mots
liés au domaine de l'enfance et de l'école, qui sont traduits donc dans 17 langues, et que vous pouvez aller écouter grâce aux QR codes qui sont cachés sur les pages et qui vous renvoient vers un site qui s'appelle Lexilala, dont je vais parler dans un instant, et qui vous permettent d'entendre tous les mots prononcés par des locuteurs et des locutrices natives. Un exemple de création, puisque toutes les ressources que je propose là, elles peuvent être proposées aux enfants en réception, donc ils vont découvrir les supports en tant que spectateurs et spectatrices, mais ils peuvent aussi, bien sûr, être placés en position de créateurs et créatrices. Donc on peut tout à fait imaginer la création d'histoires plurilingues, ici d'un imagier plurilingue, où chaque page, chaque thématique permettait à l'enseignante d'explorer une technique artistique différente. Je ne sais pas si vous le voyez tout en bas. Mais là, par exemple, elle a mis impression de doudou, peint au rouleau, collage de gommettes. Donc voilà, c'est aussi des projets qui peuvent être transversaux et permettre de travailler différentes choses. Alors, la plateforme lexilala.org, j'en parlais il y a un instant. Donc, peut-être que je vais pouvoir le montrer comme ceci. Est-ce que vous voyez la fenêtre Lexilala? Oui. Oui, super. Donc, Lexilala, ça se présente comme ceci. C'est un site qui propose plus de 600 mots liés au domaine de l'enfance et de l'éducation, traduits dans 16 langues que vous voyez ici, et qui a pour objectif initial de faciliter la communication entre structures éducatives et enfants et familles qui parlent une autre langue que le français. Le principe, c'est que vous pouvez venir chercher un mot, par exemple réunion, et vous allez obtenir sa traduction. Donc là, vous voyez, il y a réunion, réunion avec les parents, par exemple. Et vous avez les traductions dans les 16 langues qui sont écrites, que vous pouvez aussi écouter. Et vous pouvez, avec un système de cochage-décochage, choisir les langues qui vous intéressent et générer un PDF avec au centre l'image du mot en question, le mot en français et autour des traductions dans les différentes langues. Ce PDF, vous pouvez le télécharger et puis le mettre dans le cahier de liaison des enfants, par exemple, ou bien le mettre sur un grand panneau d'affichage, de sorte à ce que les communications, elles se fassent dans plusieurs langues, qu'elles intègrent les langues des familles en présence. Et ça peut être soit parce que ça vous permet de faire passer clairement le message qui passerait moins bien s'il était seulement en français, soit parce que ça permet juste de prendre en compte et de valoriser les autres langues qui sont là en présence, de dire, ben oui, ces langues, elles sont là, on le sait et on en tient compte. Et vous pouvez aussi utiliser le site en passant par cet onglet « Les mots de l'école », où là, vous avez directement la liste des mots qui sont à disposition, qui sont traduits, classés par catégorie. Voilà donc pour la plateforme Lexilala. Une autre ressource comme les albums que vous utilisez très souvent, qui fait partie des classiques de la maternelle, c'est tout ce qui est comptines et chansons, qu'on peut bien sûr proposer en version bilingue ou plurilingue, qui sont aussi un bon point d'entrée pour se lancer dans l'éveil aux langues, puisque parfois on ose plus facilement chanter une autre langue que la prononcer dans le cadre d'une lecture, par exemple. Il y a un air derrière, c'est répétitif, on se laisse entraîner, ça peut être plus facile. Et pour les comptines, il y a aussi différents niveaux de comptines. Je vais juste vous faire écouter la première, puisque je ne vous dis rien, en fait, je vous la fais écouter. On n'a pas le son. J'étais en train de me dire, j'espère qu'ils ont le son. Et vous n'avez pas le son. Alors, hop. Alors, pour partager l'audio. Alors, j'ai bien l'impression que ça ne va pas fonctionner. Vous pouvez me dire? Alors, effectivement, on n'a pas entendu non plus. Vous n'avez pas. Bon, écoutez. Donc, on ne va finalement pas écouter la comptine Un bonjour. Mais vous pouvez, si vraiment, sur ce suspense-là, vous ne pouvez pas rester sur ce suspense, vous voulez absolument écouter cette comptine, elle est disponible sur notre site internet, vous pouvez l'écouter. Et en fait, je voulais vous faire écouter cet exemple-là parce que c'est une comptine qui est principalement en français, dans laquelle les mots venus d'autres langues, ce sont des bonjours.
Donc, les enfants ont travaillé sur une comptine, principalement en français, et ils sont venus y intégrer des mots-clés venus d'autres langues. Donc, c'est pour montrer aussi que on peut chanter directement dans d'autres langues, mais on peut aussi chanter en français et transformer une comptine en français en comptine plurilingue. Alors, voilà. D'autres ressources que vous pouvez proposer aux enfants, c'est tout ce qui a trait aux jeux, aux activités. Donc avec ici des grands classiques comme le memory. Ici, c'est un memory des onomatopées des animaux. Tous les jeux que vous voyez là, ils sont en téléchargement libre sur notre site internet. Vous allez retrouver ici des jeux qui permettent de travailler sur les différents systèmes d'écriture. Un jeu là qui est adapté particulièrement aux plus petits, le grand classique du jeu des 7 familles. Vous avez aussi des dominos plurilingues, différents types de memory. Et là encore, les enfants peuvent à la fois être récepteurs de ces jeux, mais aussi créateurs et créatrices, comme ici où vous voyez des exemples de jeux qui ont été créés directement par les enfants. Donc un jeu de memory, un jeu de 7 familles autour des émotions. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles au niveau de la création. Et puis, on peut aussi proposer aux enfants d'autres supports pour raconter des histoires. On peut proposer d'abord la boîte à histoires, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, qui est un support de narration qui permet de raconter des histoires en plusieurs langues en utilisant des objets symboliques. Alors, à l'intérieur de la boîte que vous voyez ici, on trouve ces fameux objets symboliques. Donc, vous avez ici à l'écran différents exemples d'histoires qu'on raconte avec ces objets-là qu'on va manipuler sous forme de théâtre d'objets. Je ne sais pas si vous reconnaissez certains des contes qui sont représentés ici. Peut-être vous pouvez nous dire dans le chat si vous identifiez les contes là qui sont à l'écran. Allez, vas-y Alain, exprime-toi. Alors, on a les 3 petits cochons. On a les 3 petits cochons exactement qui sont ici. Boucle d'or. Absolument, Boucle d'or et les 3 ours. Et le dernier là-haut. Ah, et donc le dernier, là, tout le monde nous reparle des 3 petits cochons et des 3 ours. C'est fini, il faut donner la 3e réponse maintenant. C'est pas le premier. Regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, Blanche-Neige. Non, c'est pas Blanche-Neige. Alors, ce qui est intéressant, la chèvre et les 7 chevreaux. Exactement. C'est le Bravo, loup et Céline. Céline. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme on est sur des objets symboliques, comme vous le voyez ici, on peut aussi raconter d'autres histoires avec les mêmes objets. On peut réutiliser les mêmes éléments pour raconter Blanche-Neige, par exemple, si on avait les 7 nains qui sont représentés ici par ces petits pompons. Donc les objets que vous voyez là, on va les manipuler, les déplacer sur la scène, tout en racontant l'histoire pour valoriser les langues, pour mobiliser l'imaginaire des enfants, leur permettre de projeter leurs propres images mentales sur les personnages et les lieux de l'histoire, et puis développer leur imaginaire. Un autre support de narration qui peut être intéressant pour faire de l'éveil aux langues, c'est le kamishibai plurilingue. Donc, vous connaissez peut-être déjà le kamishibai, qui est donc un support de narration venu du Japon, qui consiste à faire glisser des planches illustrées dans un petit castelet en bois. Et le kamishibai, on peut le proposer aussi en version plurilingue. On peut avoir un récit dont la langue de la narration principale, c'est le français, et dans laquelle on va intégrer des mots dans d'autres langues. Donc, si ce projet-là vous intéresse, la question du kamishibai plurilingue vous intéresse, notre site ressource, c'est le site camilala.org, sur lequel vous allez retrouver plein de kamishibai plurilingues à télécharger, qui sont créés par des enfants dans le cadre d'un concours Camilala qu'on organise chaque année, qui est donc un concours de création de kamishibai plurilingues. Donc, vous allez retrouver des exemples de kamishibai à imprimer, à télécharger. Vous allez retrouver des vidéos tutos, vous allez retrouver un guide qui vous accompagne dans la création d'un kamishibai plurilingue. Donc, plein de ressources utiles si jamais ce projet-là vous intéresse. Alors, après avoir dit tout ça et vous avoir proposé toutes ces pistes d'outils à prendre en main, par où commencer? Donc, moi, ce que je vous propose ici, c'est d'abord d'identifier vos objectifs, de vous demander, si vous avez envie de mettre en place un projet de valorisation des langues, quel est votre objectif derrière? Est-ce que c'est plutôt de valoriser les langues en présence? Est-ce que c'est de réussir à intégrer, à impliquer les familles?
Est-ce que c'est juste et c'est très bien, hein, juste de mettre en place une hospitalité langagière, ou comme on l'a dit, ben voilà, il y a le français à l'école, mais il y a aussi les autres langues en présence. Donc se demander vraiment ce que vous cherchez à faire, et puis identifier une ressource qui est adaptée à la fois à vos objectifs et aussi ben, très concrètement au temps que vous avez à disposition. Parce que l'objectif, c'est pas du tout de se dire on va révolutionner ce qu'on faisait jusqu'ici, on fait complètement différemment. Non, c'est vraiment de se dire bah, qu'est-ce que je peux intégrer dans ce que je fais déjà pour donner une dimension plurilingue à ma pratique. Et donc, peut-être que dans un premier temps, ce qui est le plus adapté, ce qui est le plus réaliste aussi, avec encore une fois le temps à disposition et les moyens à disposition, c'est de proposer des affichages. Ou bien c'est la création de jeux. Ou bien c'est la création d'un kamishibai plurilingue. Et là, on est déjà dans un projet qui est plus important en termes de temps et d'investissement. Donc voilà, choisir une ressource qui va fonctionner pour votre contexte, pour vos objectifs. Ensuite, une étape de définition du projet. Quelles vont être les différentes étapes? Est-ce que les enfants vont d'abord être dans la réception des activités, puis dans la création, ou bien directement dans la création, ou bien seulement dans la réception? Est-ce qu'il va y avoir un temps de restitution auprès des parents? Quelle forme ça pourra prendre? Et puis ensuite, vous allez entrer dans la mise en œuvre, et après la mise en œuvre, vous pourrez aussi évaluer le projet. Et puis là, c'est intéressant de vous demander dès le début, qu'est-ce qui va faire que je me dirais, ok, ce projet, il a bien fonctionné, ou au contraire, finalement, ça n'a pas très bien fonctionné, peut-être qu'il faut faire différemment. Donc, dès le départ, se demander un petit peu comment vous pourrez évaluer votre projet d'éveil aux langues, de valorisation du plurilinguisme. Donc, quelques pistes que je vous propose ici. Et avant de conclure et de vous proposer un temps de questions, je vous remets donc le nom du groupe Facebook qui s'appelle Blalala pour partager avec d'autres professionnels autour de la thématique du plurilinguisme. Vous pouvez adhérer à l'association pour accéder à des ressources complémentaires, mais avant d'adhérer, vous pouvez aussi retrouver un grand nombre de ressources, dont celles que j'ai citées, qui sont en téléchargement libre et gratuit sur notre site qui est donc tout simplement dulala.fr. Et là-dessus, est-ce que vous avez des questions ou des réactions ou des témoignages que vous avez entendus? Je vais arrêter le partage d'écran pour pouvoir vous voir. Vous la parole via le chat ou plus facilement directement. Il y a déjà un premier remerciement. Apparemment, la lutte a dû être parfaite et complète. Il n'y a plus de questions. Ah, c'est Emmanuel. Emmanuel, je pense. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour la présentation. Alors moi, je travaille au Maroc, où vous avez parlé tout à l'heure du bilinguisme harmonieux. Et c'est vrai que c'est pas le Maroc. Nous, on a des enfants qui sont quasiment bilingues pour la plupart de ceux qu'on reçoit, du moins pour ceux qui sont marocains. Et c'est vrai que l'arabe va être très dévalorisé par rapport au français. Donc, ma question, ça va être parce que vous avez parlé davantage seulement si c'est harmonieux. Donc, ma question, ce serait de comment mettre en valeur cette langue arabe qui n'est pas du tout mise en valeur dans les familles déjà au départ et puis peut-être aussi dans la société en général. Oui, alors c'est intéressant comme question et d'autant plus dans le cas du Maroc, vous me corrigez si je me trompe, mais j'ai en tête que au Maroc, effectivement, les enfants arrivent avec l'arabe, mais qui souvent est la darija et pas l'arabe, on dit l'arabe littéraire, l'arabe moderne, qui est cet arabe partagé, qui lui est plus valorisé que la darija, qui pour le coup est vraiment considéré comme un dialecte. Donc ça va encore en dessous. Et à nouveau, de ce que j'en sais, effectivement, ces langues-là n'ont pas du tout leur place, elles sont considérées comme pas importantes, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour leur faire une place? Je pense que c'est important de montrer aux familles que ces langues-là, justement, ça peut être une richesse pour les enfants, qu'elles ont tout à fait leur place à l'école et que même les enfants en ont besoin pour mieux apprendre d'autres langues, y compris le français. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être que là, il y a une étape un peu informative à avoir avec les parents. Par exemple, les affichages dont je parlais tout à l'heure, montrer que toutes les langues sont importantes. Ça peut aussi être un temps de réunion pour poser ces questions-là avec les familles. Ça peut aussi être leur proposer de venir raconter des histoires en darija. Et oui, en darija, et ce serait très bien, et pourquoi pas.
Et puis, voilà, montrer que ces langues, elles sont tout aussi importantes. Pourquoi elles seraient moins importantes finalement? Puisque c'est la langue avec laquelle l'enfant grandit, puisque c'est la langue qu'il utilise le plus facilement. Et bien montrer que, au contraire, si on enlève cette darija, qui est la première langue de l'enfant, c'est encore plus difficile d'aller vers d'autres langues. Donc, je pense qu'il y a une étape à la fois d'information des familles. Et pour ça, voilà, vous avez les affichages sur notre site internet. Vous avez aussi des vidéos informatives qui sont menées en lien avec des chercheurs, des spécialistes du plurilinguisme et des langues, qui répondent à des questions très communes, donc qui peuvent être aussi intéressantes à partager. Elles durent 2 ou 3 minutes maximum. Elles sont sous-titrées. Donc, ça peut être intéressant. Une étape d'information et une seconde étape vraiment de valorisation. De dire, si, venez partager un mot, partager une consigne, partager une histoire dans cette langue, parce que pourquoi pas en fait. Et petit à petit, on peut voir une évolution des représentations. Voilà. Je me balade dans le chat pendant ce temps-là, comme ça je vois toutes vos réponses que je n'ai pas vues tout à l'heure. Oui, bonjour. Alors, une question. Donc, moi, je suis aux Émirats arabes unis où on a l'enseignement de l'arabe obligatoire. Évidemment, l'anglais que les parents convoitent tant, donc des cours d'anglais, des cours d'arabe. Et alors, moi, c'est une question un peu pratico-pratique. Par rapport aux salles de classe, donc on a des classes qu'on nomme bilingues, où les enfants ont la moitié de l'enseignement en français, la moitié de l'enseignement en anglais, mais à chaque fois, ils changent de classe. Donc, si on veut être vraiment dans le plurilinguisme, est-ce qu'il ne pourrait pas être plus intéressant que les enfants aient la même salle de classe où justement tout est partagé? Pareil pour l'arabe, ils ont leur salle d'arabe. Si, effectivement, ça peut être très intéressant d'avoir un espace qui est plurilingue. Alors, je pense que initialement, l'idée d'avoir des salles séparées, ça permet aussi de bien distinguer les temps dans lesquels on est dans cet enseignement d'arabe, les temps dans lesquels on est dans l'enseignement de l'anglais, et puis les temps dans lesquels on est dans l'enseignement du français. Donc, de bien catégoriser et séparer ces langues-là. Et en même temps, ce qu'on observe beaucoup, c'est que l'enseignement des langues, il est très cloisonné, là où, au contraire, on pourrait bénéficier d'une mise en relation de ces différentes langues. Donc, avoir un seul espace où on découvre, on apprend d'autres langues, ça peut être d'autant plus intéressant que ça peut convoquer les autres langues et faire en sorte qu'on va plus facilement les mobiliser pour les comparer, les observer. Et là, ça fait écho à ce que je disais sur les compétences métalinguistiques. Si on a ces plusieurs langues, ces différentes langues qui sont en présence, on va pouvoir se dire « Ah oui, en arabe, c'est comme ça, mais en anglais, par contre, c'est différent, ou en français. Et moi, dans ma langue familiale, c'est encore différent, ou c'est pareil. » Et donc voilà, on va s'appuyer sur les différentes langues en présence pour mieux apprendre les langues qu'on souhaite apprendre. Et ça, c'est tous les apprentissages se bâtissent sur les compétences qui sont déjà là. Et toutes les langues avec lesquelles on a déjà eu une expérience vont pouvoir être mobilisées dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. Donc, au niveau de l'espace, ça peut être effectivement intéressant d'avoir un seul lieu dans lequel les langues, justement, vont entrer en relation les unes avec les autres. Après, à voir évidemment avec les contraintes techniques de chacune et de chacun, mais ça me semble intéressant, oui, d'avoir un espace commun où toutes les langues se croisent et un espace justement plurilingue, pour permettre aussi de décloisonner cet enseignement des langues. Ok, oui, parce que justement, voilà, c'était le cloisonnement total dans chacune des langues. Et c'est ce sur quoi on est en train de travailler éventuellement pour la rentrée prochaine. Merci. Alors, effectivement, à l'étranger, il y a souvent le cadre un peu particulier par rapport à la France, puisqu'on est dans un pays, donc la plupart du temps, c'est l'enseignement français dans l'école qui va être différent de la langue du pays.
plus l'anglais qui est devenu une langue scolaire obligatoire, donc deux ou trois langues enseignées, parfois cloisonnées. Il y a eu des expériences menées sur des heures qui étaient menées en binôme avec l'enseignant français, par exemple, et l'enseignant espagnol notamment, qui permettait de confronter, enfin pas de confronter, au contraire d'associer les deux langues sur les enseignements avec chaque professeur qui pouvait intervenir. Les difficultés, souvent, ça a été, comme souvent à l'école, le manque de temps, les programmes qu'il fallait terminer, des évaluations qui se mettaient en place et qui font que certaines expériences ont été abandonnées. Donc, je pense que ce que tu as proposé peut être intéressant justement pour relancer l'approche des langues. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres expériences menées par chez vous justement sur un petit peu le mélange des langues ou si ça reste cloisonné partout. Alors, Zénab. Oui, enfin, moi, c'est par rapport à l'âge des enfants en maternelle, au fait. Petite section, moyenne section, par exemple, où les enfants sont avec leur langue maternelle déjà, ils sont en train d'apprendre le vocabulaire, etc. Et puis nous, on est quand même lycée français du Caire. Et puis moi, j'ai juste expérimenté de parler avec les enfants non francophones, leur langue maternelle, qui est la plupart du temps... bizarrement, on est en Égypte, mais bon, c'est l'anglais. Et puis donc, du coup, j'ai remarqué que les enfants, en fait, ont du mal à intégrer le français parce qu'ils trouvent que l'enseignant parle leur langue. C'est plus facile, bien sûr, de communiquer ensemble avec leur langue maternelle que le français. Et je constate qu'ils progressent beaucoup moins facilement en langue française, quoi. Voilà, dès qu'ils savent que l'enseignant parle leur langue maternelle, et puis c'est plus facile, ils font moins d'efforts au fait pour apprendre la langue française. Donc, je suis un petit peu confrontée à voilà, est-ce qu'il n'y a pas, on peut pas, en tant que voilà, lycée français et le programme français qui doit être mis en place, c'est pas évident, où la part du français est quand même important pour qu'ils puissent intégrer voilà, la langue de scolarisation, en fait. Donc, c'est un peu compliqué. Oui, c'est-à-dire essayer de trouver un juste milieu entre prendre en compte leur langue familiale pour faciliter l'entrée dans le français, ce que vous faites avec l'anglais, Ouais. et puis faire en sorte que cette langue-là ne prenne pas le dessus, sachant qu'effectivement, ce qui va motiver chez les enfants l'utilisation et l'apprentissage d'une langue, c'est avant tout le besoin. Et c'est un peu la même chose qui se passe dans des familles où les parents essayent de transmettre une langue, mais les enfants savent qu'ils parlent aussi le français, par exemple. Donc, ils vont pas avoir besoin d'utiliser l'autre langue puisque leurs parents parlent le français. Là, c'est pareil avec l'enseignante. S'ils savent que vous parlez l'anglais, pourquoi utiliser une autre langue? Donc, effectivement, il y a un enjeu ici de réussir à générer du besoin chez les enfants. Et ça peut être avec des activités qui vont donner envie aux enfants de réussir à comprendre ce qui se dit, typiquement avec la boîte à histoire, par exemple. Ça peut être intéressant de raconter la boîte à histoire en français. Les enfants vont avoir devant eux ce petit théâtre d'objets avec des éléments symboliques, des choses à toucher et à sentir, qui font que ça capte leur attention, leur curiosité. Et en entendant l'histoire en français, il faut qu'ils émettent des hypothèses sur l'histoire, qu'ils fassent un effort pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et ça peut être un type d'activité qui permet de leur donner envie, de leur donner ce besoin de comprendre le français. Et évidemment, c'est pas du tout... c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout le temps et ça solutionne pas le problème, mais ça peut être une piste d'activité qui permet de générer ce besoin, de réussir à aller vers le français. Oui, mais c'est vrai que la question que je me pose, c'est à partir de quel moment, enfin notre objectif aussi en tant qu'enseignant à l'étranger, voilà, est-ce qu'on ne peut pas attendre un petit peu, favoriser la part de pourcentage de l'apprentissage de la langue française pour ces enfants-là qui au final, au fait, dont les parents ne parlent pas français. Et donc, ils entendent la langue française qu'à l'école, au fait. Et donc, je ne sais pas, donc parfois, voilà, on est un peu
on se pose cette question, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se concentrer sur le français, puisque voilà, ils n'auront pas l'occasion de pratiquer en dehors de l'école, et attendre éventuellement la grande section, voire CP, pour intégrer ces langues-là, donc l'anglais ou l'arabe ou autre. Donc voilà, je ne sais pas, c'est par rapport à l'âge de l'enfant et notre objectif finalement de ne pas oublier que c'est le français au final que voilà, on attend qu'il maîtrise cette langue-là. Et puis je vois même, je ne sais pas, au collège, lycée, souvent les enseignants se plaignent aussi du fait de la non-maîtrise de la langue française pour pouvoir évoluer aussi dans le programme. Donc c'est un deal qui n'est pas évident. Oui, et c'est une question qui est très légitime et qui se pose aussi même dans le contexte français où il y a beaucoup d'enseignants qui disent que les enfants arrivent avec d'autres langues et que leur objectif premier, c'est de les faire entrer dans le français. Donc oui, c'est tout à fait légitime comme questionnement, sachant que l'idée de l'éveil aux langues, c'est simplement de faire une place aux autres langues en présence, de montrer qu'elles sont là et vraiment qu'elles sont toutes au même niveau. C'est pas forcément de les convoquer de manière très importante. Enfin, c'est pas forcément de communiquer de manière régulière dans la langue familiale. C'est pas forcément de tout traduire dans cette langue-là, mais simplement de la rendre présente, de la donner à voir dans l'espace, de la convoquer ponctuellement pour une comptine, pour une histoire, mais sans forcément effectivement qu'elle prenne plus de place que l'autre langue. Simplement montrer qu'elle est là. Et d'ailleurs, pas que elle, parce que j'imagine que la langue maternelle de beaucoup des enfants, c'est l'anglais, mais qu'il y a aussi d'autres langues en présence. Donc, c'est aussi de montrer que il y a le français, il y a l'anglais, mais il y a aussi certainement d'autres langues à qui on peut faire une place. Et puis, effectivement, ne pas perdre de vue l'objectif qui est de transmettre le français. Mais simplement montrer qu'il y a le français et d'autres langues. Faire une place aux autres langues en présence. Et je suis en train de... Ouais, pardon, allez-y. Pardon. Je ne sais pas si elle n'a pas laissé la main. Claude? Oui, bonjour. J'ai une connexion qui est Quincaon à Djibouti. Donc, oui, je voulais simplement d'abord vous remercier de votre intervention. Moi, je connaissais déjà le site parce qu'on y fait référence régulièrement justement par rapport à l'éveil aux langues, parce que c'est vrai que c'est de grande actualité à l'AEFE à l'étranger, le plurilinguisme. Et moi, je dirais que, au contraire, pour répondre à la question des collègues, je pense que nos élèves qui arrivent avec une autre langue que celle du français dès la maternelle, dès le plus jeune âge, vous m'entendez? Parce que j'ai l'image qui se fixe. Oui, on t'entend bien. Mais, je dirais que c'est plutôt une richesse. Je me demande souvent si la question des représentations négatives par rapport aux langues, elle vient pas de nous, enseignants. On se dit, on a longtemps dit qu'en France, on était nul en langue. Et moi, je me questionne, est-ce que franchement, c'est parce qu'on est nul ou parce qu'on a peur de l'enseigner, on a peur d'être destitué de notre français? Je questionne, hein, j'ai des origines en plus autres que françaises qui font que peut-être j'entre plus aisément dans cette idée des langues, mais je crois que au contraire à l'étranger à l'étranger parce que moi je fais face là des enfants qui arrivent avec en parlant une langue, deux langues et qui rencontrent le français puis l'anglais. Et puis, pourquoi pas ensuite l'arabe, à 3 ans, à 4 ans. Alors, ils ne le parlent pas tout de suite, mais ils le comprennent peu à peu. Vous allez me détromper peut-être, parce que c'est vous la spécialiste, mais par ailleurs, au niveau de la recherche, ils le disent bien. Plus ils sont jeunes, plus ils sont dans le bain, meilleur c'est, mieux c'est. Alors ensuite, est-ce que c'est bien grave s'ils arrivent au collège et qu'ils parlent pas une langue très, très, très bien? Est-ce que c'est vraiment très grave? Est-ce que c'est pas plus riche de parler plusieurs langues que d'en parler une seule? Très bien. Voilà, je questionne. Hein. J'ai déjà ma petite idée sur la question, mais je questionne quand même. Je crois que c'est un plus. Ces facilités que l'on a, ces structures qu'on nous donne à l'étranger pour pouvoir justement mettre en place cet enseignement des langues. Par ailleurs, pour rebondir sur ce que disait la directrice dans les Émirats arabes, sur ces lieux distincts
c'était un autre point sur lequel je l'ai questionné, sur avoir un espace anglais, un espace arabe, un espace français. On est en train de se questionner, nous, sur notre zone, en Afrique australe, sur l'idée de confronter au sein du même lieu des affichages. Par le biais des enseignements de l'EMIL, l'enseignement d'une matière intégrée dans une langue étrangère qui fait ses preuves par ailleurs, de dire, OK, quand je fais de la géométrie en anglais, pourquoi pas confronter les affiches en français aussi pour justement éveiller ce dont vous parliez, Lali, sur cette posture métalinguistique. Ah tiens, ben, on dit comme ça en anglais, on dit comme ça en français, et puis d'amener à une plasticité. Voilà, nous, on est en train de se questionner là-dessus. On avance petit à petit. Ça va pas très vite, mais finalement, on marche quand même à grands pas. Voilà, donc c'est tout. Merci pour ces questionnements que vous ouvrez. Et peut-être que je crois avoir vu Zainab lever la main. J'imagine que vous vouliez réagir justement à cette question ouverte. Oui, au fait, je voulais juste préciser à la collègue qui venait de prendre la parole que, au fait, moi, je ne me pose pas la question par rapport à l'importance des langues. C'est évident que c'est très important d'avoir plusieurs langues. Moi-même, je parle plusieurs langues. Mais la question que je me posais, c'était par rapport à l'âge des enfants. À quel moment on va appuyer voilà, le pourcentage de la maîtrise de la langue française pour les aider dans leur apprentissage scolaire, tout simplement. C'était la question. Mais évidemment, puisque de toute façon, jusqu'au collège, on a parfois dans nos écoles 3-4 langues enfin, les enfants ce soit là. Mais voilà, mais c'est juste la part de la langue française aussi en tant qu'enseignant dans un établissement français voilà, qui pose aussi question. Mais c'est évident que les langues, c'est un plus, hein, ça c'est sûr, hein, c'est pas la question. Et d'ailleurs, voilà, on sait qu'il y a pas mal de parents, en tout cas en Égypte, qui nous disent ils mettent leur enfant au lycée français parce que ils veulent que les enfants apprennent la langue française avant tout et que leur langue, que ce soit l'arabe ou l'anglais, ben, en fait, ils ne se posent pas beaucoup cette question, soit parce que c'est les pays d'accueil, etc. Donc, c'est beaucoup de questions et c'est très compliqué. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous pour l'importance des langues, hein, c'est sûr. Il y avait aussi Jaime qui avait levé la main. Tu es là? Merci pour l'organisation de cette journée et de cet après-midi en particulier. Alors, c'est vraiment des débats quand on est en dehors, enfin voilà, dans le réseau AEFE, tout ce qu'on se pose, toutes ces questions. Et moi, je suis au Portugal. Les langues se juxtaposent au lycée français de Lisbonne, d'accord? Donc, dans chaque classe, on a les 3 langues à la maternelle, le portugais, le français et l'anglais. Moi, je trouve, je voulais juste vous partager un truc que j'adore dans les langues, c'est la question de s'amuser avec les langues. Et ça, quand on s'amuse avec les sons, voilà. Moi, je m'amuse avec les sons, je fais découvrir des enfants des sons d'autres langues que les nôtres. C'est vrai que je m'appuie beaucoup sur la musique. Bon, j'ai peut-être cette chance parce que je suis formée, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est une chance. Mais je crois qu'on peut le faire aussi avec des enregistrements. On n'est pas obligé de chanter soi-même. Mais ça m'a permis aussi de découvrir deux langues qui sont vraiment qui sont parlées dans le monde par beaucoup de personnes, mais qu'on ignore. Alors, par exemple, j'ai découvert le Nahuatl au Mexique. Et les enfants s'approprient tous les sons en maternelle et s'approprient la diversité linguistique. Est-ce que ça veut dire qu'on va vers une maîtrise? Non, on va vers la découverte et c'est ça les compétences, c'est l'éveil linguistique en maternelle. Et aussi, une chose que j'ai appris à faire voilà, depuis mon expérience ici, c'est au Portugal, c'est avoir du recul aussi sur notre propre langue. Alors moi, je ne crois pas qu'il y a un français. Et on a de la chance parce qu'on fait partie d'une francophonie. Et donc voilà, moi, j'essaie, à partir d'un album, j'essaie de trouver sur différents sites, hein, mais c'est vrai que TV5, c'est vraiment très, très bien, TV5 Monde,
pour les albums en langue française, mais avec des accents différents. Voilà, c'était ma petite expérience. Je vous remercie. Merci Lali. Merci à vous. Peut-être, j'essaye de rassembler un petit peu mes idées sur tout ce que vous avez dit, parce que finalement, vous avez aussi des contextes différents. C'est forcément différent si voilà, vous enseignez le français et qu'à la maison, les enfants parlent la dalija, qui est considérée comme un dialecte, ou bien si au contraire, la langue première des enfants, c'est l'anglais, qui est une langue déjà très valorisée. Les langues de départ des enfants sont pas les mêmes dans vos différents contextes, n'ont pas les mêmes statuts, ne bénéficient pas des mêmes représentations. Donc voilà, j'ai du mal à vous proposer une réponse qui couvre tout ça, mais sur cette question qui est très légitime de l'école, c'est l'endroit où les enfants sont exposés en français, et en dehors de ce temps-là, ils y sont peu exposés. Donc on a vraiment besoin de les exposer en quantité à cette langue-là. Peut-être bien dire que les activités d'éveil aux langues, elles vont donner à voir, donner à entendre, donner à lire d'autres langues, mais elles se mènent en français. Donc c'est aussi des temps d'exposition en français, c'est aussi des temps où on va utiliser la langue pour parler d'autres langues, mais où le français et son utilisation est vraiment reste au cœur des apprentissages. Donc c'est pas du tout des temps où on se met complètement au service d'une autre langue. On est vraiment dans des temps qui sont aussi en français. Et quand vous êtes dans des situations où, par exemple, dans ce que vous citiez là, où vous dites que on mobilise déjà très souvent l'anglais, qui est la langue première des enfants, vous pouvez aussi vous dire que les activités d'éveil aux langues, elles vont s'ouvrir vers d'autres langues que l'anglais. Et que ce soit justement un éveil aux langues et donc à d'autres langues que celles qui sont déjà en présence. Mais voilà, peut-être la chose sur laquelle insister, c'est bien que ces activités d'éveil aux langues, encore une fois, c'est pas un enseignement, c'est vraiment une découverte. Et cette découverte, elle se fait en français. Donc, on est aussi dans des activités qui se font au profit de l'apprentissage du français. Oui, il n'y a pas trop d'autres questions en attendant. En aparté, pour ne rien cacher, on disait qu'on était impressionné par ta présentation et tes réactions, voilà. Oui. Donc qu'on apprécie beaucoup. Merci. Donc on s'associe aux remerciements. Alors effectivement, il y a pour l'étranger, il y a le contexte particulier qui n'est pas celui de la France, hein, où en France on est dans langue française officielle et langue d'enseignement, alors que à l'étranger, c'est la langue des parents peut être la langue officielle, donc il ne pose pas de problème de représentation. Et il y a l'ouverture pour le coup au français qui devient aussi une langue de scolarisation avec un deuxième caractère qui peut être intégré ou rejeté même par certains élèves. Donc ce que tu as bien présenté, c'est que l'éveil aux langues justement peut permettre aussi de sortir de ce contexte-là, et que ce n'est pas, il ne remet pas en cause l'enseignement du français, mais c'est bien un facteur ou c'est une façon d'enseigner et d'enrichir le français. Si on reprend la métaphore de l'arbre, hein, on est bien sûr le français ne pourra pas se construire contre le tronc, donc faut qu'il s'appuie dessus, il faut qu'on s'appuie là-dessus, et après qu'on enrichisse avec toutes les activités que tu as pu proposer. Un dernier coup d'œil sur le chat, c'est super, journée riche, merci beaucoup. Et il y a quelqu'un qui demande si on peut avoir les coordonnées. Les coordonnées. Voilà, c'est bien. Et elles sont déjà dans le chat. Donc, allez vite sur le chat que ça remonte, hein, mais ça reste enregistré mais on les remettra donc encore une fois dans le mail qu'on. Oui, on vous prépare un mail avec toutes les ressources, on vous mettra tout ça. On vous envoie, on remettra tout ça. Et je ne sais pas si tu arrives à lire, Ellie, il y a une dernière question. Le nombre.
Je crois que je ne vais pas Ah non, pouvoir y pardon, répondre. alors, c'est pas une question pour toi, c'est une question aux autres participants. Par curiosité, quel est le nombre d'heures de l'anglais et de l'arabe en Égypte et aux Émirats et de la langue locale? Je suis en CE2, nous avons à Budapest 3 heures de hongrois, donc 2 heures sur le temps scolaire et 2 heures d'anglais sur le temps scolaire. Sinon, c'est toujours un sujet de préoccupation des parents, plus d'anglais dans un contexte d'expatriation et aussi trop peu pour les Hongrois. Donc, si les collègues veulent Si je peux me permettre de répondre, parce que j'ai enseigné à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. De mémoire, les élèves arabophones avaient 3 heures d'arabe par semaine, parce que c'était imposé par l'ADEF, enfin, par le gouvernement, et plus 2 heures d'anglais par semaine également. Ça, c'était pour la filière dite classique, parce qu'on avait effectivement aussi des classes, et j'ai enseigné aussi en classe bilingue, où là, ils avaient parallèlement, enfin pour certains du moins, la moitié de l'enseignement en français avec moi et en arabe avec une enseignante native speaker. Et voilà. Je ne sais pas si elle a répondu, Béatrice. Non, alors il y a d'autres des réponses qui sont données sur le chat sur les heures de langue. Alors, souvent, ce qui est proposé à l'AEFE, c'est que l'anglais est fait sur le temps scolaire inscrit dans les programmes, puisqu'il y a déjà 1h30 d'anglais dans les horaires, on va dire, officiels. Et s'ajoute à ça les heures de langue du pays avec des conventions parfois, avec les autorités locales, ce qui permet de reconnaître aussi le lycée français. C'est-à-dire qu'un élève qui sort du lycée français peut intégrer le système d'enseignement local s'il y a eu cette convention, et ce qui fait qu'il peut y avoir beaucoup plus d'heures de langue et donc une réduction des heures de français. Alors, ce qui explique aussi que pour nous, c'est difficile parce qu'on nous demande de faire un CE2 complet, mais on n'a pas du tout le nombre d'heures d'un CE2 en France. Donc, il faut adapter les enseignements de langue, mais de toutes les matières à ces horaires qui sont plus réduits. Donc, je dirais ça, c'est une autre problématique spécifique que celle de l'éveil aux langues. Donc, il y a eu encore beaucoup de remerciements et puis une réflexion qui est lancée pour faire le lien avec ce matin. Donc, ce matin, on a traité de la laïcité avec toutes ces langues. C'était Babel. Voilà, je ne sais pas si on peut conclure là-dessus. Ouais, juste, Pierre, juste une petite, pour compléter cette réflexion que j'ai vue comme toi de Yvan 83 sur la réflexion, pour faire le lien avec ce matin sur le travail sur la laïcité. Je pense que ce matin, on a beaucoup parlé de liberté, de respect par rapport la liberté de croire, de penser, etc. Je pense qu'on peut aussi parler cet après-midi de la liberté de parler n'importe quelle de toutes les langues, des 7000 langues qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, la journée, le mot de la journée, ce sera la liberté et le respect. Voilà. Merci. Ça fait un très beau mot de la fin, je trouve. Merci. C'est notre Bruno. Mais en tout cas, Lali, pardon, un énorme merci pour tes interventions parce que je pense que tu as rendu pas mal de services à nos collègues ici présents aujourd'hui. Donc, à ceux et à celles qui sont présents, on vous prépare un envoi avec les différentes ressources sur les 2 parties de la journée. On vous envoie ça au plus vite. Également, l'attestation qu'on vous va envoyer ça dès ce soir, je pense. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. Alors, Lali, tu es la bienvenue. C'est quand tu veux. Parce qu'on espère refaire ce format. Et puis, comme on vous le disait aussi également ce matin, en début de mi-journée, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées, vos besoins sur des différentes thématiques, sur ce qu'on pourrait organiser comme futur webinaire, et puis qu'on pourrait vous proposer l'année prochaine. Et n'oubliez pas d'adhérer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et de faire passer le message autour de vous. Aussi. Merci en tout cas. Bonne fin de journée, bonne nuit, bonne matinée à tous et à toutes. Et à bientôt. Merci. Merci à toutes et tous. À bientôt. Bye bye.
Bye. Au revoir. Au revoir. Merci.